En Algérie, le Conseil constitutionnel a jugé la présidentielle du 4 juillet impossible à organiser, une décision qui fait suite au rejet des 2 seules candidatures en lice. En France, Laurent Wauquiez a annoncé dimanche sa démission de la présidence des Républicains, une annonce qui intervient une semaine après la déroute historique aux élections européennes. En Allemagne, la chancelière Angela Merkel assure que son gouvernement continuera son travail après la démission de la chef de ses partenaires sociaux-démocrates qui a mis un peu plus en péril une coalition fragilisée par les Européennes. Ainsi se présente le sommaire de cette édition. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. En Algérie, le Conseil constitutionnel a jugé la présidentielle du 4 juillet impossible à organiser, une décision consécutive au rejet des 2 seules candidatures en lice. Le reportage pour plus de précision. Véritable coup de tonnerre, mais favorablement accueilli par la masse populaire algérienne. Le Conseil constitutionnel a rejeté les 2 dossiers de candidature déposés et annoncé par conséquent l'impossibilité de tenir la présidentielle le 4 juillet. Une décision qui, pour le grand nombre, tombe à pic. En effet, la date du 4 juillet était préalablement rejetée par ceux qui manifestent chaque semaine, mais aussi par la société civile et un nombre important de personnalités politiques. Pour ces différentes composantes de la société algérienne, la dite date n'inspirait pas confiance. Les manifestants, par exemple, réclamaient des garanties de transparence et s'inquiétaient que ce soit ceux qui étaient proches d'Abdelaziz Bouteflika, l'ancien président, qui organise ce scrutin. Le report ainsi confirmé, aucune nouvelle date n'a cependant été retenue. Le mandat d'Abdelkader Ben Salah, président par intérim, prend fin dans un mois, soit début juillet. Le Conseil constitutionnel explique dans son communiqué que c'est à lui de parachever désormais le processus électoral jusqu'à ce qu'une élection ait lieu. Il se peut donc qu'Abdelkader Ben Salah reste en pause plus longtemps que la période d'intérim initialement prévue après la démission d'Abdelaziz Bouteflika. Sans conteste, l'Algérie entre de fait dans une période qui n'est pas prévue par la Constitution. Il faudra donc s'attendre à de nouvelles annonces politiques dans les tout prochains jours. Pays frontalier de l'Algérie, les élections présidentielles du 22 juin se sont fait plus présentes en Mauritanie. L'attribution du marché de l'impression des bulletins de vote à une société mauritanienne appartenant à un proche du pouvoir suscite des remords. 4 candidats sur 5 de l'opposition en Mauritanie ont averti des risques de hold-up électoral en préparation. Les opposants disent sentir les prémices de fraudes électorales. En effet, l'impression des bulletins de vote a été confiée à une entreprise appartenant à un proche du régime en place. Le président de la Commission électorale nationale indépendante avait défendu le 28 mai la légalité totale du marché. À l'en croire, la dite société a été retenue sur 6 au total pour la flexibilité de sa proposition financière, la qualité de papier et d'impression requise. Le président de la CENI a rejeté les soupçons qu'il a qualifiés d'infondés alors que l'opposition juge son institution trop proche du pouvoir. La présidentielle devrait marquer la première passation de pouvoir entre un président sortant et son successeur élu dans ce pays qui a connu de nombreux coups d'État de 1978 à 2008. 5 candidats doivent affronter le 22 juin le candidat du parti au pouvoir, Mohamed Ould Cheikh Mohamed Ahmed, compagnon de toujours du président Mohamed Ould Abdelaziz. Contrairement à la présidentielle de 2014, qui avait été boycottée par les principaux partis d'opposition, ils ont appelé à la mobilisation. Mais ils tiennent mordicus à une doléance, retirer l'attribution du marché de l'impression des bulletins de vote à une imprimerie naissante, sans expérience, appartenant au président du patronat, qui collecte actuellement des fonds pour la campagne du candidat au pouvoir. Au Botswana, l'hostilité désormais frontale entre l'ex-président Yann Kamar et son successeur risque de modifier la donne des élections qui jusque-là semblaient promises à Mukwege Masisi. La tension commence à monter donc dans le pays. Reportage.
En 2018, Yann Kama, président du Botswana, confiait le pouvoir à son vice-président Mongwetsi Masisi lors d'une transition pacifique. Il a claqué la porte un an plus tard de son parti et accuse le nouveau chef de l'État, un autocrate, au point de menacer la stabilité du pays. Connu pour son franc-parler quand il était au pouvoir, Yann Kama se montre aujourd'hui aussi direct à l'égard de son successeur. Il a quitté ses fonctions en avril 2018 dans le respect de la Constitution qui limite à 10 années le règne des présidents. Il a alors passé le relais à son vice-président Mongwetsi Masisi. Mais les relations entre les deux hommes se sont depuis dégradées. Yann Kama a même fait de la défaite de son ancien parti aux élections générales d'octobre prochain sa priorité. Des responsables du BDP voient dans le président Masisi un handicap et craignent une défaite électorale d'après Yann Kama. Depuis qu'il a pris les rênes du pouvoir, l'actuel chef de l'État a pris des décisions modifiant plusieurs politiques clés de son prédécesseur, dont la plus emblématique est le rétablissement de la chasse aux éléphants, suspendue depuis 2014. Le Botswana, qui abrite la plus grande population d'éléphants sauvages au monde, soit plus de 135 000, a fait la une de la presse internationale en mai en levant l'interdiction de la chasse aux éléphants, provoquant des réactions passionnées. Les Sénégalais s'organisent pour lutter contre la prolifération des ordures et pallier au manque de moyens des pouvoirs publics. Qu'il s'agisse de projets d'associations citoyennes ou d'initiatives privées à but lucratif, les citoyens semblent bien décidés. Reportage. Des déchets en plastique à perte de vue et des poissons en état de décomposition qui jonchent le rivage. C'est le visage que présente la baie de Hann, longue plage de sable en bordure de l'Atlantique, mais aussi l'une des zones les plus polluées de la capitale sénégalaise. Lors de sa prestation de serment pour un second mandat le 2 avril, le président Macky Sall a souhaité faire du Sénégal un pays zéro déchet. Le chef de l'État n'a pas fixé d'échéance ni précisé comment y parvenir, mais le plan a commencé à être débattu au niveau local selon des responsables. L'ambitieux objectif de Sénégal zéro déchet annoncé par le président Macky Sall semble booster les bonnes pratiques. Samedi dernier, plusieurs bénévoles sur les plages de Dakar ont ramassé des ordures afin de répondre à ce défi. Chaque citoyen doit apporter, ne doit pas demander qu'est-ce que sa commune a fait pour lui, mais lui, qu'est-ce qu'il peut faire pour sa communauté. Raison pour laquelle on n'attend pas vraiment l'engagement de la commune ou d'autres structures. Mais nous, en tant que jeunes, nous qui vivons cette malheur, donc on va apporter notre contribution. On n'a pas, en tout cas, toutes les ressources humaines ou matérielles de se déployer à l'échelle de chaque commune ou à l'échelle de chaque maillon. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si nous constatons qu'une association se lève pour accompagner le process, on peut que s'en féliciter. À Dakar, la collecte des ordures est en principe assurée par les pouvoirs publics, mais le taux de ménage desservi par les camions de l'unité de coordination et de gestion des déchets solides, UCG, n'est que de 86% selon le coordinateur de l'UCG dans la capitale. Ce taux est même beaucoup plus faible dans certains quartiers. En France, Laurent Wauquiez a annoncé dimanche sa démission de la présidence des Républicains. Cette annonce intervient une semaine après la déroute historique du parti avec 8,48% obtenus aux élections européennes. Plus de précisions à travers cet élément. La pression était devenue intenable. Une semaine après la déroute historique des Républicains aux élections européennes, 8,48%, Laurent Wauquiez a finalement annoncé qu'il quittait la présidence du parti. Au fond, pour le dire assez simplement, les victoires sont collectives et les échecs sont solitaires. C'est comme ça. Il faut que je prenne mes responsabilités, a-t-il expliqué sur le plateau de 20h de TF1 avant d'officialiser une décision mûrement réfléchie et indispensable selon lui. J'ai décidé de prendre du recul. Je me retire de ma fonction de président des Républicains, a-t-il tranché, assurant qu'il ne ressentait pas la moindre amertume ni la moindre aigreur. Le démissionnaire a souligné éviter le risque d'une guerre des chefs qui se profile selon lui à droite. Je ne veux pas être un obstacle à aucun prix. Je veux que la droite se reconstruise, a-t-il poursuivi avant de confier
s'être remise en question et s'être interrogé sur l'écart entre ce qu'il est et l'image qui est donnée de sa personne. Sans doute, parfois, je suis trop dur. Au fond de moi, ce n'est pas de la dureté, mais de la détermination, a-t-il martelé, avant de glisser qu'il allait désormais se consacrer à son mandat de président de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Le mandat de Wauquiez à la tête du parti aura duré moins d'1 an et demi. En Allemagne, la chancelière Angela Merkel assure que son gouvernement continuera son travail, et ceci malgré la démission de la chef de ses partenaires sociaux démocrates qui a mis un peu plus en péril une coalition fragilisée par les européennes. Reportage. Affectée par les derniers événements politiques, la chancelière allemande refuse toutefois de se laisser abattre. Elle continue de jouer les premiers rôles et de se montrer conquérante. Ce que je veux dire au nom du gouvernement, c'est que nous allons continuer notre travail avec tout notre sérieux et surtout notre sens de responsabilité, a insisté Angela Merkel lors d'une brève allocution en marge d'une réunion de son parti à Berlin. Avant elle, sa dauphine présumée et dirigeante de l'Union chrétienne démocrate, CDU, Annegret Kramp-Karrenbauer, avait martelé le même message. Angela Merkel a toujours affirmé vouloir achever son 4e mandat comme prévu en 2021, parvenant ainsi, malgré la multiplication des crises gouvernementales depuis 1 an, à préserver au pouvoir une coalition SPD et CDU impopulaire. La chef des sociodémocrates, Andrea Nahles, qui a entre-temps annoncé sa démission, cristallisait les critiques internes depuis la gifle historique que son parti a connue aux européennes, seulement 15,8% des votes. Le départ d'Andrea Nahles, soutien de taille, malmené depuis sa prise de fonction il y a 1 an par des frondeurs partisans d'un passage à l'opposition, pourrait donc accélérer par effet domino la décomposition du gouvernement de la chancelière. La Chine hausse encore le ton dans sa guerre commerciale contre les États-Unis. Elle rejette l'échec des discussions sur Washington et ne laisse entrevoir à court terme aucune sortie de crise. Au lendemain de l'entrée en vigueur de nouveaux droits de douane sur les produits américains, la Chine renforce sa position dans sa guerre commerciale contre les États-Unis. Menace d'embargo sur certains métaux, liste noire d'entreprises étrangères, hausse des droits de douane et rhétorique guerrière. En quelques jours, Pékin est passé résolument à la contre-offensive, près d'1 an après le début de son affrontement économique avec Washington. Notre attitude n'a jamais changé. La Chine ne veut pas d'une guerre commerciale, mais elle n'en a pas peur non plus. S'ils en veulent une, alors nous nous battrons jusqu'au bout. À chaque fois, dans les discussions, il y a eu des revers parce que les États-Unis ont rompu le consensus. Les États-Unis devraient en conséquence assumer l'entière responsabilité de ces graves revers dans les discussions entre les États-Unis et la Chine. C'est du moins ce que nous pensons. Nous sommes prêts à travailler ensemble avec les États-Unis, bien entendu, pour parvenir à un accord bénéfique pour tous. La coopération doit être fondée sur des principes. Il y a des résultats dans les discussions. La Chine ne transigera pas sur les principes fondamentaux. L'affrontement commercial se double d'un conflit technologique. Washington a placé le mois dernier le géant chinois des télécoms, Huawei, soupçonné d'espionnage potentiel, sur une liste noire des entreprises auxquelles il est interdit de céder de la technologie américaine. Le coup est considéré comme très dur pour Huawei, qui a besoin des puces électroniques américaines pour équiper ses téléphones portables. Pékin a répliqué vendredi en annonçant la création d'une liste noire d'entreprises étrangères non fiables. C'est sur cette note que nous refermons ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne journée accompagnée des programmes de SICA. À très bientôt.